Le but de ces vidéos n'est pas de vous parler de tous les films dans lesquels Zorro apparaît ou dans lesquels il a le rôle principal, ni toutes les variantes qui existent absolument. Le but de cette vidéo, de cette série de vidéos désormais, c'est de vous montrer l'évolution du personnage par rapport à ce que l'on pense qu'il est, ce qu'il était à la base, et ce qu'il est actuellement que les gens peut-être ne connaissent pas. Donc, je vais évidemment zapper quelques films. Il y a d'ailleurs un film, je lis, de 1936 qui s'appelle The Bald Caballero, qui est pas un film très intéressant là-dessus. Je peux déjà vous teaser qu'en 1952, il y a déjà eu un Zorro en Italie, hein, mais on va quand même aller par étapes et on va s'arrêter sur l'année 1940, parce que c'est un Zorro qui est quand même très important, parce que c'est celui qui est interprété par Tyrone Power. Qu'est-ce qui s'est passé entre le masque de Zorro de 1920 et 1940 ? Eh ben, le cinéma est devenu parlant, hein, vous l'aurez remarqué, comme je vous ai dit, il y a d'autres films, donc c'était aussi l'occasion de récupérer Zorro pour en faire un film de KPDP, hein. On rappelle qu'en 38, il y a eu les aventures de Robin des Bois qui ont cartonné, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a un peu de KPDP comme ça ? Zorro. Eh ben, on va reprendre Zorro, qui était un film qui a cartonné à l'époque, hein, comme quoi les remakes, c'est pas moderne, et on va faire une nouvelle version parlante. Je vais déjà vous le dire, cette nouvelle version de la marque de Zorro, du signe de Zorro, est pour moi un des meilleurs films de Zorro qui existent. Je vous conseille fortement de le regarder. Si on doit vraiment le comparer à celui de 1920, celui de Douglas Fairbanks, je vous dirais que, enfin, avec Douglas Fairbanks au scénario un peu partout, je vous dirais que celui de Douglas Fairbanks est peut-être un meilleur film pour tout ce qu'il a apporté, mais aussi par le rythme, par les cascades, etc., etc. Mais c'est un film qui est peut-être plus difficile d'accès. Celui-là, c'est certes en noir et blanc, même s'il y a des versions colorées, qui existent, colorisées, mais le film se laisse regarder, il est très sympa. Ce film va apporter des nouveautés dans le lore de Zorro. Ainsi, c'est la première fois qu'on a ce Diego de la Vega qui va se former en Espagne, et c'est à son retour qu'il décide de devenir Zorro. Ce voyage en Espagne pour faire ses études est sans doute inspiré d'ailleurs par Don Q, qui se passe en Espagne, où le fils de Zorro allait faire ses études. Donc en fait, il reprend, peut-être, hein, je dis pas que c'est de la bien l'idée, mais c'est tout à fait logique qu'il reprend ce qui existait déjà plus ou moins dans l'inconscient, on va dire, du personnage, pour l'intégrer à l'histoire de Don Diego directement. On a donc ce Diego qui revient d'Espagne et qui voit évidemment que les choses ne vont pas. Mais chose assez intéressante dans ce film-là, il ne fait pas trop le stupide mauvais d'entrée de jeu. Il fait plutôt comment dire ça, le bourge un peu péteux et qui comprend pas grand-chose. Je vais encore vous parler d'un film que j'adore, comme ça quand on y sera, j'aurai plus besoin de vous en parler, Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas, avec Anthony Hopkins, allez, on va changer. Quand le personnage de Antonio Banderas se fait passer pour un bourge, il fait ce genre de bourge un peu péteux comme ça, c'est sans doute quelque chose qui a été amené par ce film, là où, comme je vous ai dit, Diego, d'habitude, c'est plutôt le gars, ah non, moi je préfère la littérature, ah non, oh, les armes, et oh non, j'ai peur, et tout. Là, c'est plutôt, je suis un bourge, et je me la raconte, etc. Donc on a plus cet aspect-là, qui sera repris dans cet excellent film qui est Le Masque de Zorro. Et d'ailleurs, une scène du film du Masque de Zorro fait référence totalement à ce film-ci, c'est la scène de danse entre Diego, donc, et la Zorro Girl du film, qui justement ne peut pas le blairer, qui le trouve fond, et quand ils dansent ensemble, eh ben, se rend compte qu'il y a quelque chose qui se dégage de là. Vous avez la ref, évidemment, puisque je vous l'ai dit, dans tous les cas. C'est aussi un Zorro qui est intéressant parce que au début, donc on voit que Diego revient au pays et puis on lui dit ah vous revenez en Californie, ah c'est pas de bol, c'est pas bien et tout. Il fait pourquoi, ah c'est l'alcaldé, donc le maire, je rappelle, ah c'est un salaud, il fait ci, il fait ça comme ça, c'est un salaud, ah ouais, c'est mon père, ah bon bah zut je vais me prendre des coups de bâton, zut, bah au moins j'aurais eu le courage de le dire, blablabla. Et en fait Diego au début il est vexé, il est en mode mais de quoi tu me parles, et en fait plus il s'en rapproche, plus il entend 2-3 dialogues, à un moment donné il comprend où il est. Et hop, il passe dans son personnage qu'il a prévu d'interpréter en tant que Diego de la Vega. C'est assez bien foutu, c'est plutôt bien. C'est voilà. L'adversaire enfin l'acteur qui est l'adversaire de Tyrone Power, donc c'est Basil Rathbone. On en a parlé dans la vidéo sur Sherlock Holmes, hein, qui fait un méchant, ma foi, très intéressant. Alors c'est pas le chef des méchants dans le sens où c'est pas l'alcaldé, mais c'est, on va dire, celui qui tire les ficelles par derrière. C'est un peu on va dire le Dark Vador, mais si on dit ça, non, mais Palpatine, machin, Pitel, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est celui qui est mis en avant comme méchant, et c'est lui vraiment qui est le plus méchant dans cette histoire. Bien que ce soit un film de Zorro que j'aime beaucoup, faut lui reconnaître un truc très particulier. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de Zorro. Franchement, on regarde le film, on fait, ah ouais, le masque, le costume, tout ça, c'est pas vraiment un film de super-héros.
Parce que il faut pas encore oublier, hein, que comme je vous ai dit, c'est que Zorro il date d'avant l'idée des super-héros. Donc le fait qu'il porte un masque, etc., c'est pas encore peut-être une vision définitive, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a une époque où les acteurs, bah, ils veulent se faire voir. Donc être héroïque avec un masque, c'est cool, mais être héroïque à visage découvert sur la scène importante et tout, c'est mieux, ça marque les esprits. Donc il y a aussi ce côté star system qui fait que bah, le duel final, bah, c'est visage découvert complet, c'est pas de masque, etc. Il y a très peu de Zorro masqués. Et d'ailleurs, même au niveau du costume, puisqu'on parle de l'évolution aussi du costume, eh ben on va avoir un Zorro qui a différents costumes. Alors des fois il apparaît avec le costume qu'on a vu dans la marque de Zorro de 1920, donc, le masque ici, le chapeau, et des fois, il va avoir comme un foulard, comme ça, qui lui couvre ici, comme un peu un bandit de l'Ouest. Comme quoi, il y a un peu encore l'influence, justement, de ces anciennes versions que je vous ai dit, les sérioles et tout ça. Comme si le film n'osait pas encore faire le Zorro qu'on connaît actuellement, mais ce qui est important, c'est pas qu'il ose ou qu'il ose pas. C'est que l'image de Zorro, encore à ce moment-là, n'est pas totalement celle que l'on connaît malgré les affiches qu'on a pu voir. Et donc, imaginez que de nos jours, on fait un Zorro comme ça, avec un costume qui n'est pas celui de Zorro, qui fait... On va un peu tirer la gueule. Et c'est ça qui est intéressant dans l'évolution. Quoi qu'il en soit, ça reste un film très bon, que je vous recommande, qui est très sympa. Comme il est plus parlant que le film muet, logique, et ben forcément, il a peut-être un rythme un peu moins soutenu, un peu moins... Voilà. Mais il reste quand même un film intéressant. Là où le film de 1920... Je sais pas, je me trompe pas de date, hein, quand je dis 1920, oui, le deuxième c'est 1925, c'est ça. De 1920, il était très bondissant, vous avez vu le petit extrait que je vous ai mis, hein, les épées faisaient juste tac 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 tac, mais les gars bougeaient. Là, on a un duel qui se rapproche plus de ce que l'on a l'habitude, un truc un peu plus escrimé, j'ai envie de dire, même si les experts vont me dire qu'il y a n'importe quoi, et ils auront raison. Euh, le duel final est franchement bien foutu, etc. Honnêtement, c'est un très bon Zorro à voir. Moi, je vous le recommande, même si purement Zorro, pas totalement, pas totalement ça. Voilà, tout simplement. Un Espagnol qui s'appelle donc José Mallorquí, un Espagnol qui s'appelle José Mallorquí sous le pseudonyme de Carter Mulford, fallait le trouver, écrit des nouvelles de l'Ouest, un peu comme partout, hein, on se donne des pseudos américains pour faire semblant que ça passe, etc. Et dans ces nouvelles de l'Ouest, il crée un personnage qui est, on va pas se mentir, une copie de Zorro. D'ailleurs, il est allé chercher très loin, là où Zorro, évidemment en espagnol, on a tendance à mettre le devant le renard, El Zorro, bah lui il va créer El Coyote. El Coyote, c'est quoi? C'est un gars qui porte un bandeau, qui a un chapeau, qui revient d'Espagne en Californie et qui va faire bobo aux méchants qui sont au pouvoir. Je vais parler des méchants qui sont au pouvoir après. Le gars utilise un flingue, lui par contre il a un côté plus western si vous voulez, hein, il utilise plus un pistolet. Ça se passe après Zorro dans la chronologie, hein. Et voilà, en gros c'est un clone de Zorro, ce qui fait qu'on va un petit peu évoquer rapidement, très rapidement et très succinctement les clones de Zorro, pour ce qu'ils apportent à Zorro, mais aussi pour ce que eux ils ont apporté dans d'autres genres. Donc, je vous ai dit que c'était un triptyque qui était prévu, mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, il y aura deux films d'1 heure, hein, ça se regarde très rapidement, il y a... voilà quoi. L'histoire, c'est un gars qui s'appelle César, cette fois, qui revient en Californie, mais il vient pas en Californie espagnole, il vient lorsque la Californie a été américaine. Alors, dans ces deux films, la Californie a été prise de force par les Américains, point barre, ça a été une conquête, hein, point barre. Et ce qui est intéressant, et ce que ça peut nous amener aussi comme réflexion sur Zorro, c'est que les méchants du film sont des Américains. Déjà, c'est pas très courant dans un truc un peu westernien américain, hein, tu vois. Mais surtout, c'est que là où El Coyote, c'est un Californien qui va combattre les Américains, je reviens là-dessus tout de suite après, Diego de la Vega est un Espagnol de Californie qui ne va pas combattre les Espagnols, il va combattre les méchants qui prennent le pouvoir. Dans les histoires de Zorro, généralement, quand quelqu'un est le représentant de la cour, ou quelque chose comme ça, quand il arrive en Californie, c'est plutôt vu comme quelqu'un qui vient amener un peu l'ordre, quelqu'un qui vient amener la vision du roi et voir que ça ne correspond à rien. Alors évidemment, après, il y en a qui sont corrompus, blablabla. Mais je veux dire, c'est que la vision qu'on a, même dans la série de Disney, ce que vous voulez, de l'Espagne chez Zorro, n'est pas négative en tant que telle, parce que ce sont des Espagnols qui se battent contre des Espagnols, si vous voulez, ou non de la justice du côté de Zorro. Là, il y a une opposition. Il se bat contre des gens qui ne sont pas de son pays. Mais le coyote, tout comme Zorro, ben, c'est quelqu'un qui sait faire la différence entre les gentils et les méchants.
C'est-à-dire que le coyote, il va s'allier avec certains Américains qui sont pas des salopards. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ce sont deux films qui sont pas révolutionnaires, mais qui sont intéressants, et aussi parce que justement, à travers des clones de Zorro un peu plus westerniens, se passant un peu après, donc plus de flingues, etc., et moins d'épées, eh bien, ils vont introduire peu à peu le western européen, qui va évidemment évoluer avec un certain Sergio Leone, le western spaghetti, comme on dit, western italien, etc., etc. Et déjà, dès ce proto-western européen, on a déjà un côté hispanisant, hein, dans ce cas-là californien, donc mexicain, de ce western, etc., etc., etc. Donc on a déjà des petites traces de ce que sera le western européen, et ça c'est intéressant. Alors pour la petite histoire, j'ai pas forcément tous les titres français du monde, mais il faut savoir que il y a eu d'autres versions du Coyote, dont on va dire une version italienne, hein, toujours coproduite par l'Espagne et l'Italie. D'ailleurs, c'est l'auteur du livre qui fait aussi le scénario, il a fait le scénario des deux dont je vous ai parlé, mais aussi de cette version, on va dire, italienne. Donc une qui en espagnol s'appelle Le Vengeur de Californie, El Vengador de California, El Vengador de California, qui je crois en italien s'appelle un truc du genre, genre la griffe du coyote, oh la marque de Zorro, la griffe du coyote, un truc du genre, qui est réalisé par Mario Caiano, réalisateur d'un western que j'adore, qui est Mon nom est Shanghai Joe, et le film date de 1963, juste avant la sortie de Pour une poignée de dollars. Alors, dans tous ces films, il n'y a rien qui est vraiment extraordinaire et qui mérite absolument d'être vu parce que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est intéressant. Pour la petite histoire, ce film de 1963 a été repris, en tout cas les scènes en extérieur et tout ça ont été repris pour un film un petit peu plus intime, si vous voyez ce que je l'ai pas vu, mais pour un film un petit peu plus intime. Et en 1997, il y a un film espagnol qui refait revenir le personnage du coyote, donc qui s'appelle en espagnol Le Retour du coyote, que je n'ai pas vu non plus, qui lui par contre est scénarisé par le fils de l'auteur. Pourquoi autant de films sur le coyote? Eh bien parce que malgré tout, il faut savoir que le coyote, c'est un des personnages de la littérature populaire, c'est le cas de le dire, les plus populaires d'Espagne. Il y a presque 200 livres qui ont été écrits, ça a été traduit dans 26 langues, dont le français, même si ça doit être difficile à trouver de nos jours. Donc c'est quand même quelqu'un de hyper populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que autant Zorro que El Zorro que El Coyote sont sortis tous deux de littérature très populaire. Le pulp et la littérature populaire d'un côté, je sais pas comment l'appeler, c'était pas des pulps, mais c'était un peu la même idée. Donc, je vous parle de ça parce qu'il y a aussi eu d'autres clones. Alors ça, c'était plutôt un film mexicain, mais aussi coproduit par l'Espagne. Oui, c'était El Lobo, donc le loup. Ils se prennent la tête pour trouver des noms, je vous explique pas. Ils se prennent la tête, vous imaginez même pas. Le loup, qui, je crois, a aussi un costume similaire avec un pistolet, etc. Donc, pour dire que en plus de Zorro et de son évolution à lui, il y a aussi les clones de Zorro qui font des petites variantes, etc. Alors, ce n'est peut-être pas dans l'évolution générale de Zorro en lui-même, mais pour dire que, il y a aussi d'autres Zorro, tout simplement. Et moi, je trouve ça quand même assez intéressant, surtout quand ce sont des films qui ont une petite place dans l'histoire quand même. Arrivons maintenant en l'an de grâce 1957, jusqu'en 1961, parce que c'est à ce moment-là qu'arrive la version ultime de Zorro, j'ai envie de vous dire. Alors, ultime qui évoluera, mais ultime pendant des années, et même encore de nos jours, c'est presque une marque, c'est-à-dire, c'est la marque de Zorro, c'est une marque, c'est-à-dire à quel point on s'en rapproche ou on s'en éloigne. C'est-à-dire, on se base toujours là-dessus pour être comme lui ou de se différencier de lui. Je parle évidemment de la série de Walt Disney, la série de Disney de Zorro. Boum, la série de Zorro. Alors bon, tournée en noir et blanc, elle a été colorisée par la suite. Moi, j'ai toujours vu de manière colorisée en couleur. Ça ne me dérange pas de l'avoir en noir et blanc d'ailleurs, pour voir l'original, qui va donner définitivement toutes les lettres de noblesse à Zorro. Déjà, on retrouve définitivement le costume, chapeau, le masque ici, le bas totalement libre, etc. Petite réflexion, pourquoi est-ce que ce bas en bas du masque, pourquoi ce masque-là plutôt qu'un autre qui couvre ici, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le Covid. Ok, non, mais c'est pas pour ça. C'est pour la simple et bonne raison que ce masque-là permet de cacher le visage, mais de permettre les expressions du visage. Dans le livre d'origine, hein, de Justin McCulley, dans le premier, souvent on nous dit Zorro sourit sous son masque. Oui, mais quand tu le vois sur un écran, tu le vois pas sourire. Donc ça, c'est un avantage. Bon, alors évidemment, hein, tu peux lui faire des trucs du genre. Oh, elle est pas mal, tu vois. Tu peux faire des choses, mais ça permet une plus grande expressivité, en tout cas de voir l'expressivité du personnage. Donc on a ce costume. Le personnage de Bernardo,
donc qui n'est plus cette fois-ci un Indien, hein, va prendre une place importante dorénavant dans l'histoire de Zoro. Dans cette série, il revient d'Espagne, comme dans la version Tyrone Power, il revient d'Espagne. Comme dans la version dont tout, en fait, là, il commence à faire un peu l'empoté. Alors, bon, c'est une série, donc Diego de la Vega est obligé quand même d'avoir un petit rôle, parce que d'épisode en épisode, il peut pas toujours faire le gars qui ne fait jamais rien. Donc, il va avoir un côté un peu séducteur, parfois il va avoir quand même un côté je prends des positions, etc., etc. Mais l'idée est là. On a un Zoro qui est très rigolard. On reprend ça du film de 1920, hein, qui prend ça avec une certaine légèreté. Il est tellement fort au combat et tout, qu'il prend ça avec légèreté, qu'il en rigole, etc. Et ça va aussi dans le sens où c'est une série, on va dire, pour toute la famille, qui vise les enfants, avec très peu de morts, même si il existe un ou deux épisodes où Zoro plante son adversaire tout simplement. Alors des fois il tombe et tout ce qu'on veut, mais j'ai été surpris de voir un combat où poum, il le plante directement. Ah ouais, je m'y attendais pas forcément. J'aime bien ces séries d'époque. Bref, et c'est une série, on va pas se mentir, qui est excellente, et plus encore, elle permet de cristalliser encore des idées. Et pourtant, c'est assez surprenant parce que en gros, la série est divisée en plusieurs arcs. Alors, on va pas se mentir, il y a 2 saisons, plus ce que certains appellent une 3e saison, c'est des épisodes spéciaux de 50 minutes, parce que c'était des épisodes, enfin il y a un souci avec la chaîne ABC, je rentre pas dans les détails. Mais en gros, il y a 2 saisons, puis si vous voulez, on va dire, c'est quoi, c'est 4 téléfilms, je crois, on va dire 4 téléfilms de 50 minutes, grosso modo. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, le générique, poum, tout le monde le connaît. Dans Z qui veut dire Zoro, enfin je veux dire, c'est ultra culte, voilà, hein, tout simplement. Ensuite, c'est une série qui est assez surprenante parce qu'elle a des arcs. Le premier arc, Zoro va combattre le dirigeant local, hein, comme je vous ai dit, un peu le stéréotype, qui là s'appelle Monasterio. Monastère, le mec. Monasterio, qui au passage, l'acteur qui fait Monasterio, ils avaient pensé à lui pour faire Zoro, pour la petite histoire. Bon, bref. Ça dure 13 épisodes. 13 épisodes qui se suivent. Il y a un côté feuilletonesque. Les épisodes se suivent. Alors bon, il y a une certaine répétitivité, on va pas se mentir. Hein. Ça finit par un petit duel final où il gagne, où Zoro bat l'autre, et puis il se moque de lui, blablabla, voilà, enfin, tout ce qu'on veut. Les décors, parce que Walt Disney avait misé très très fort là-dessus, il y avait beaucoup de budget pour une série, hein, des énormes décors, un Los Angeles qui a été reconstruit, un fort qui a été construit, la prison, la place, etc., etc. Donc ça aussi, c'était très important pour impacter les esprits. Donc je dis, on a 13 épisodes, et au 13e, bah c'est fini. Fin de cette histoire. Et là, on a... Alors, certains disent qu'il y a un arc qui fait tout le reste de la série. Alors, le nombre d'épisodes, j'espère que je ne me trompe pas. Il y a un deuxième arc qui fait la deuxième partie de la série. Et certains disent que en réalité, tout ça, c'est un seul arc. Moi, j'aime bien le couper en deux, parce qu'en fait, on va dire c'est l'arc de l'aigle. Mais au début, il y a... Je crois que c'est encore 13 épisodes, sinon c'est très. Oui, il y en a bien 39, donc c'est bon. Il y a de quoi faire. Il y en a bien 39. J'ai pas dit de la merde, pour une fois. Donc, la deuxième, c'est donc, d'abord, il y a l'aigle dans le sens complot, l'aigle dans le sens, comment dire ça, bande organisée qui se met en place, où il y a un plus méchant, et quand il est battu, arrive l'aigle lui-même, donc le grand chef, qui lui va faire les 13 autres épisodes. Et on va pas se mentir, il y a des épisodes dans cette saison en entière absolument épiques. Hein. La fin du premier arc, la fin du deuxième arc, donc la toute fin de la saison, ce sont des épisodes incroyables. Franchement, il y a des épisodes de ouf. Et il y a aussi un suspense qui se crée parfois avec tout simplement, ah bah voilà, on est en train de regarder ce que c'est que l'aigle, etc., etc. Pas vous dire que tout est absolument grandiose, mais franchement, c'est une série qui n'a pas marqué les esprits pour rien. On peut vous dire que je suis fan. C'est la série qui est rediffusée peut-être encore, je sais plus, mais il y a pas longtemps, elle était encore rediffusée. Je sais qu'en Amérique latine, c'est la série la plus rediffusée de l'histoire, blablabla, blabla. Donc, pour ce qui nous intéresse, pour l'image que laisse Zoro dans la gueule des gens, cette série, c'est un pilier, mais plus que fondamental. C'est l'incarnation presque définitive de Zoro. À tel point que des personnages comme le sergent Garcia, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Gonzalez dans le livre, et dans le film de 1920. Le sergent Garcia qui va être créé ici, avec toutes ses caractéristiques, ce côté un peu bête, mais gentil, il est du côté méchant, c'est un soldat, mais il est gentil malgré tout, et puis il pense qu'à manger, enfin bref, tout ça, quoi. On aura un Garcia dans tous les Zoro qui suivront. C'est pas possible. Sergent Garcia rentre dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est devenu un stéréotype. Tu peux dire à quelqu'un, hey, Sergent Garcia, il saura à quoi tu fais référence. Et ça vient de cette série. Ça vient de cette série.
Parlons un petit peu de Justin McCulley, on l'a un petit peu oublié le monsieur. Eh ben, il faut savoir que lui, donc comme je vous l'ai dit, il a écrit son premier livre, le film est sorti, j'en ai écrit un autre, mais peu à peu, Justin McCulley, ce qu'il va faire en fait, c'est plutôt que d'inventer et de faire évoluer son personnage qui va influer sur le cinéma, c'est le cinéma, les séries télé, tout ça, qui vont influer ce que lui il fait, parce que comme je vous ai dit, le cinéma a un plus grand impact, donc bah lui il va récupérer le costume, il va récupérer les traits de caractère, etc., etc. Donc en gros, il va se retrouver presque à, c'est un peu méchant, mais à novéliser ce qui se faisait au cinéma. D'une certaine manière, évidemment, c'est un petit peu méchant quand même pour le gars qui a quand même créé le truc. Hein. C'est un petit mot quand même sur Guy Williams. Hein. Franchement, il a tellement la classe, ce côté beau gosse, etc. Franchement, qu'est-ce qu'il a la classe. J'avais oublié de vous dire 2 trucs sur la série que j'ai envie de vous dire. Le plan de l'aigle, en réalité, il va vous dire quelque chose si vous vous souvenez plus. Le plan de l'aigle dans la série, c'est de récupérer la Californie, en gros de la conquérir, pour la revendre au plus offrant. Ça vous rappelle quelque chose sur ce que je vous ai dit sur l'indépendance de la Californie, qu'elle a été revendue, elle a été donnée aux Américains, etc., etc. Il y a peut-être une inspiration dans l'histoire avec un grand H là-dedans. Et j'ai oublié de vous parler un peu de la 2e saison que je trouve clairement moins bonne, avis personnel. Alors, on déplace le décor, on va à Monterrey, où certes, il y a des histoires intéressantes, on a surtout un renouvellement du décor, encore une fois, de l'argent qui a été mis. Hein. L'histoire au début, celle de Monterrey, elle est assez sympa, mais après, je trouve que la série, même quand elle revient à Los Angeles, elle se laisse toujours regarder, hein, ça reste toujours très bien. Mais c'est vrai que par exemple, l'arc de l'oncle, je crois, de Diego qui revient, et puis c'est un gars qui veut épouser une femme, etc. Puis en fait, c'est pour son argent, puis en fait, c'est très 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 comique, mais ça manque un peu d'ampleur, quoi, tout ça, quoi, je veux dire. Et c'est normal que ce soit une série comique, comme je vous ai dit, c'est une série pour toute la famille, etc., etc. D'ailleurs, série très chantée, j'ai oublié qu'il y avait autant de chansons et de gens qui chantaient ou qui faisaient de la musique dans cette série. Voilà. Juste quelques mots. Bref. C'est culte, c'est connu, ce n'est pas pour rien, et c'est une référence. Zorro de Disney. On peut critiquer Disney de nos jours, hein, mais ils ont quand même fait des trucs de malade. À partir de là, comme c'est une série télé, les gens ont eu le temps d'être rassasiés en Zorro. Hein. Il y a évidemment eu des produits dérivés et tout ce qu'on veut, hein, mais le public a été rassasié en Zorro. Au bout d'un moment, d'ailleurs, la série s'est arrêtée, il y a eu une perte d'audience, il y a eu le duel entre les 2 chaînes, blablabla, etc., etc. Disons que les gens avaient mangé du Zorro. C'est là qu'intervient l'Europe. Et on a envie de dire l'Italie. L'Italie, on adore plein de trucs qui viennent d'Italie. Et là, il y a une période un peu sombre de Zorro italien, de très grosses bisseries. Alors cette série de vidéos, comme je vous ai dit, n'a pas pour but d'être absolument complète. Et là, on va clairement pas être complet. Hein. Il y a beaucoup de films. On peut juste citer des trucs comme Zorro contre Massiste en 1963. Ça veut dire qu'il est en gros face à Hercule. Zorro et Hercule ensemble. Voilà, grosso modo. On a Zorro et les 3 mousquetaires aussi en 1963, par exemple. Hein. Voilà. Alors, je vais pas vous citer, comme je vous ai dit, tous les films qui ont été faits à cette époque. Je vais vous en citer, allez, 2 peut-être qui sont intéressants. Alors, il y en a un en français, il s'appelle Le Serment de Zorro. En espagnol, il s'appelle Zorro Cavale encore une fois, si je dis pas de bêtises. Et en italien, c'est peut-être l'équivalent du Serment de Zorro. Bref. De 1965. C'est un petit film, mais encore une fois, c'est intéressant. Qu'est-ce que Zorro? Parce que, alors là, on a un Zorro sans cap, il a un chapeau, mais un chapeau un peu courbé, comme ça, qui lui donne un côté un peu cow-boy, justement. Et c'est un Zorro qui, en fait, n'a rien à voir avec Zorro. C'est assez rigolo, parce que c'est un Zorro, c'est le mec, c'est qu'on appelle ça un majordome, c'est le majordome du gouverneur local, et en fait des bandits prennent d'assaut et décident de s'installer. Et d'ailleurs c'est des bandits qui ont des uniformes qui font hispanisants, même s'ils sont rouges par rapport au bleu qu'on avait dans la série par exemple, enfin bref. Et du coup ils deviennent un peu leur majordome. Mais c'est toujours Zorro. Alors, comme ça, c'est pas un film que je peux conseiller, mais c'est un film que j'avais vu quand j'étais gamin, c'est pour ça que je vais vous en parler. Et c'est un film qui se prend pas vraiment au sérieux, qui a une petite musique, qui indique bien vraiment que voilà, on est au second degré. Et puis il y a des Russes à la fin. et ils font semblant de parler russe, c'est des faux Russes, hein, puis ils sont là, Tarkovsky. Et là tu fais, ah ouais, vraiment, vous êtes vraiment mais vraiment dans le mauvais stéréotype en plus.
Bref, c'est pas un grand film, mais je trouve qu'il a ce petit côté léger de cinéma, un peu comme ce qu'on avait dit d'une certaine manière sur les films de KPDP à la française, même si là c'est encore plus série B de ce qu'on avait parlé, hein. C'est-à-dire vraiment un petit côté léger, second degré, te prends pas la tête, etc., etc. Je ne peux pas vous le conseiller, évidemment, hein, de le chercher, surtout qu'il n'est pas facile à trouver, pour dire ah ça y est, je l'ai vu ce film, mais voilà, j'ai envie de le citer parce que je l'aime bien. Et un autre film que je veux vous citer, c'est Zorro au service de la reine d'Angleterre, 1969. Donc, si on traduit le titre italien, c'est Zorro à la cour d'Angleterre. Voilà. Qui est un film intéressant par l'intérêt qu'il perd. C'est beau ce que je viens de dire. En gros, je m'explique. On a à nouveau un Zorro en mode comme ça. J'aime pas trop les Zorro en mode comme ça, parce que j'ai de la peine. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez. C'est encore une fois pour vous dire, malgré la série, malgré l'image qu'on a de Zorro, bah il y en a encore. Peut-être aussi pour éviter des problèmes de droit, des fois et tout. Ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est que cette histoire ne se passe pas en Californie. Elle se passe sur une île qui appartient à l'Angleterre, au Royaume-Uni. L'histoire c'est la même. Y a un gars qui règne sur cette île très lointaine, puis il est pas gentil, puis il y a un type masqué qui vient l'embêter, puis le type masqué, bah, il se trouve que c'est un bourge qui fait ça. Enfin bref, on est dans Zorro. Par contre, ce qui est assez intéressant et qui rend la chose inintéressante, c'est que je trouve que en rendant cela anglo-saxon, malgré que le film soit italien, hein, je l'ai vu en italien, ils sont anglo-saxons, en fait, le fait de anglo-saxoniser tout ça, les costumes, et ben en fait, je trouve que ça fait perdre beaucoup de charme à Zorro. Ça fait perdre beaucoup de charme parce que finalement, ça le fait rentrer un peu dans les rangs, dans le rang de plein d'autres trucs de KPDP qu'on a vu, et ça lui enlève un peu sa particularité à Zorro, qui est d'être lui-même, tout simplement. Le film est sympa, hein, les combats sont sympas, l'aventure est sympathique, il est trop sur YouTube. Je veux dire, c'est très sympathique, hein. Ça, y a pas de problème. Mais c'est marrant de voir comment cette anglisation, bah, en fait, fait perdre une partie du charme de tout ce qu'est Zorro. Avis personnel, évidemment, mais voilà. Voilà pour la période italienne, hein, qui a duré un petit moment et qui va évidemment finir sur un film que tout le monde connaît, qu'on citera la prochaine fois. Sachez aussi évidemment que tous les spécialistes de reprises comme l'Inde et la Turquie ont fait leurs Zorro. Évidemment, il y a un Zorro indien, un Zorro turc, etc. Sur l'évolution du personnage, ça n'a pas trop d'impact. Les versions italiennes, on va pas se mentir, non plus, n'ont pas trop d'impact. Mais là, c'est plus intéressant de voir comment Zorro a été réutilisé par la pop culture du monde, parce que cette fois c'est bon, Zorro est connu de tout le monde et réutilisé couramment. Je vous avais déjà cité La Tulipe Noire, 1964, donc c'est une année après Zorro et les Trois Mousquetaires par exemple, qui reprend le mythe de Zorro pour le casser, même si là on est moins dans une bisserie, hein, là on est dans un très bon film, j'adore La Tulipe Noire, hein, comme je vous l'ai dit, mais très intéressant aussi par son approche et la manière qu'il a de casser en fait le mythe de Zorro, tout en le francisant pour le coup. Voilà. Et évidemment, on va dire que cette phase italienne finit avec Duccio Tessari et Alain Delon. Ta-ta-ta.